Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, au programme l'analyse de la séance de mercredi, la préparation de la séance de jeudi, quelques plans de trade, le suivi de mon trade et je vous retrouve juste après ça. Et oui, une séance à l'équilibre aujourd'hui avec 0,01% de baisse, une baisse donc symbolique. Et les raisons de cet attentisme ne sont pas à chercher du côté des statistiques, se sont avérées plutôt bonnes, hein. Partout, on voit que l'amélioration est en cours. Cette fois, c'est l'activité en Europe qui est vraiment bien engagée. Les résultats d'entreprise devraient arriver avec un bon trimestre. Donc, tout se passe pour le mieux, mais le problème a été pour les investisseurs l'imminence du rapport de la Fed ce soir et donc dans l'expectative. Les traders ont donc très préféré la jouer prudemment et donc on termine à l'équilibre. Mais ce n'est pas non plus complètement fortuit puisqu'on le sait, nous sommes au contact d'une résistance béante ici, un mensuel. On n'est jamais allé au-dessus sur le CAC 40 depuis des années, je vais vous dire exactement combien, on l'a déjà dit hier, mais pour mémoire, voilà, c'est la résistance qui date de mai 2007, excusez du peu, je vous rappelle quand même que c'est le CAC 40 et pas le CAC GR. Je mets simplement ça parce qu'il y a toujours des nouveaux, il faut qu'ils comprennent, le CAC 40 GR, c'est celui qui est avec les dividendes réinvestis, hein, comme par exemple le DAX. Et dans ces conditions, si on utilise les dividendes réinvestis, on est bien au-dessus, hein. Vous voyez, on est sur des records historiques aussi, hein. Mais bon, pour l'instant, et puisque le CAC 40 que l'on utilise, nous, est sans dividendes réinvestis, on est bien effectivement au niveau de cette résistance. Alors, on a également le fait que nous avons un gap ici qui a été travaillé aujourd'hui, hein, le gap 6105-6126 est important parce que s'il n'est pas rebouché, c'est-à-dire s'il s'agit d'un gap de continuation, eh bien, je vous rappelle que l'objectif serait d'aller chercher la distance parcourue avant le gap reportée par-delà le gap, ce qui laisse encore de la marge de manœuvre, hein, puisqu'on devrait aller chercher dans ces conditions les 6190. Par contre, s'il devait être bouché rapidement, il pourrait s'agir soit d'un gap d'essoufflement, soit d'un gap commun, et dans les deux cas, ce serait la fin de la hausse dans l'immédiat, et avec la possibilité d'aller chercher le prochain support, qui est d'ailleurs assez proche, hein, 6069-6089. Et on reviendra sur ça un petit peu plus tard, mais le fait qu'on l'ait grignoté comme ça n'est pas forcément un bon signe pour sa solidité, puisque quand les investisseurs sont convaincus qu'il s'agit d'un gap de continuation, pour une raison ou une autre, vous voyez, on ne vient pas tester, hein, généralement on repart directement. Donc c'est pas forcément une très bonne nouvelle, ce rognement, on va dire, hein, du gap. Je mets quand même les retracements de Fibonacci, parce que si on doit avoir un retracement, il devrait normalement s'en suivre que les premiers intérêts acheteurs arrêteront, hein, sur les 23,60%, donc 6094. Ça voudrait dire, encore une fois, hein, que la baisse ne serait pas terminée. On verra. À noter également que j'avais positionné une oblique ascendante ici à la pente complètement intenable. On ne peut pas rester comme ça indéfiniment, on va forcément le casser. Plausiblement bientôt d'ailleurs, mais attention, je rappelle aux débutants que casser une oblique ascendante, casser une trendline haussière ne veut pas dire qu'on baisse, ça veut dire qu'on n'est plus en tendance haussière, et généralement ça veut plus souvent dire latéralisation que baisse, hein. Donc attention au jugement trop hâtif. Le chandelier japonais du jour, il est plutôt mauvais, mais au-delà d'être mauvais, il traduit surtout l'indécision, parce que certes c'est rouge, certes ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert, mais on termine quand même plutôt dans la partie neutre, et le fait qu'on ait un petit corps rouge par comparaison avec les mèches hautes et basses signifie surtout de l'indécision. Donc c'est pas une belle bougie, c'est pas une bonne bougie, mais c'est pas une bougie catastrophique non plus, hein. Il faut également noter que si on utilise les bougies Aiki-Nashi, par contre, ça reste bien, hein. On n'a rien de mal dans cette bougie-ci, regardez, on a toujours une bougie Aiki-Nashi sans mèche basse. Alors c'est sûr que le corps est plus court que les corps précédents et la mèche haute est plus longue que les mèches hautes précédentes, donc la pression haussière s'amenuise, mais ça reste quand même une bougie qui est encourageante, hein. Nous revenons au chandelier classique et ça nous amène donc aux éléments techniques. Alors la moyenne mobile à 7 jours est ascendante, donc la tendance de court terme est toujours haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus de la tendance générale et haussière. La moyenne mobile à 50 jours
et ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours est ascendante, ce qui veut dire que la tendance de long terme est haussière. Pourquoi est-ce que j'en parle tout le temps? Tout simplement pour dire que dans ce genre de conditions, il faut tenir compte de la tendance générale, hein, et qui est que normalement les consolidations sont là pour être rachetées à bon compte, hein. Et ce qui nous amène aux bandes de Bollinger. Et les bandes de Bollinger sont également en situation de pause, hein, puisque comme vous pouvez le voir, c'est le deuxième échec des cours sur la Bollinger supérieure, hein. Les bandes de Bollinger supérieure sont là généralement pour faire opposition. Et comme on peut le voir, 2 séances de suite, on a touché et on a reflué devant la Bollinger supérieure. Alors, ce qui nous amène aux autres éléments techniques. Et les autres éléments techniques, il n'y a rien de neuf aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est haussier, puisque nous avons toujours le RSI qui est au-dessus de 50 en zone de surachat, le momentum qui est positif, le MACD qui est au-dessus de son signal. Et ça dans un contexte où les indicateurs techniques rapides sont toujours, ne délivrent pas de signal baissier, hein. MACD 0 au-dessus de son signal, stochastique au-dessus de son signal, CCI en zone de surachat. Donc voilà, il faudrait déjà que les indicateurs techniques rapides faiblissent avant d'envisager une quelque inversion de tendance que ce soit, et ce n'est pas du tout le cas. On regrettera quand même la présence de divergences baissières, hein, puisque sur beaucoup d'indicateurs techniques, en particulier des indicateurs techniques assez lourds, hein, comme le MACD ou le RSI, eh bien, on est dans une situation où les cours font des plus hauts, pendant que les indicateurs techniques sur le même laps de temps n'en font pas. Ça s'appelle des divergences baissières. Et attention, ça s'invalide les divergences baissières. Mais dans l'immédiat, ça veut dire aussi que plus dur sera la chute s'il y a un commencement de chute, hein. On paye plus cher lorsqu'il y a des divergences baissières, hein. Alors, comme il n'y a rien de neuf, hein, au niveau des indicateurs techniques, j'ai décidé de remonter sur l'unité de temps hebdomadaire pour mon backtest du jour. Alors, qu'allons-nous backtester? Ah, attendez, j'enlève ça et j'enlève ça. On va regarder ce qui se passe au niveau des bandes de Bollinger sur les données de temps hebdomadaire, et c'est ce qu'on va backtester. Donc je monte sur l'unité de temps hebdomadaire et vous pouvez remarquer que la semaine dernière, on a fait un T1. C'est-à-dire qu'on a fait une première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est rare. C'est statistiquement rare. Et vous voyez, on a clôturé bien au-dessus de la Bollinger supérieure. Et ce que je voudrais avec vous backtester, c'est ce qu'il se passe dans la bougie suivante. Est-ce qu'en données hebdomadaires, lorsqu'il y a un T1, on a plus souvent un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, ou alors est-ce que l'on a plus souvent une réintégration des bandes de Bollinger? Okay, donc le test sera réputé réussi si on a un T2. Le test sera réputé perdu si on n'a pas de T2 et qu'on réintègre les bandes de Bollinger. Comme ça, on a une idée de ce qui pourrait se produire. Alors, c'est parti pour la première occurrence. Elle est là. Et c'est un test qui est réussi en ce sens qu'on a fait un T2, on a même fait un T3, on a même fait un T4 avant de réintégrer les bandes de Bollinger. On continue. Encore un succès, puisque vous voyez, un T1, un T2, et ce n'est qu'après qu'on a réintégré les bandes de Bollinger. Et voilà le premier échec qui va nous servir de base. Alors, on a eu notre T1 ici, mais par contre, la bougie suivante, on a réintégré les bandes de Bollinger. Donc, ça fait 2 succès, un échec. Maintenant, on déroule, parce que vous avez compris, c'est simple. Encore un succès, encore un succès, encore un succès. Encore un succès, 4 succès d'affilée, un échec. Un succès, 3 échecs. 2 succès, 2 échecs, un succès, un échec, un succès, 1, 2, 3, 4 échecs, un succès, 2 échecs, un succès, 2 échecs, un succès, 4 échecs. Et voilà, on arrive à 34 occurrences. Et sur ces 34 occurrences, il y a eu 14 réussites et 20 succès. Autrement dit, 41% de chances de réussir et 59% d'échecs à réussir, d'échecs à faire un T2. Autrement dit encore, si ce backtest était valable, et il ne l'est pas puisqu'il n'y a que 35 occurrences, 34 occurrences, et ce n'est pas suffisant pour faire des règles générales, si ce backtest était suffisant, il y aurait plus de chances pour que l'on clôture vendredi en dessous de la bande de Bollinger supérieure,
plutôt que d'avoir une poussée de dernière minute, que ce soit jeudi ou vendredi, pour clôturer au-dessus de la bande de Bollinger Super. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un autre élément qui milite pour le fait que la résistance mensuelle s'interpose dans l'immédiat. Alors, est-ce que ça veut dire que vous devriez dès maintenant spéculer à la baisse pour parier sur le fait que on va terminer en dessous de la Bollinger supérieure, voire même en dessous, et que pourquoi pas envisager ensuite des baisses, parce que bon, après, il y a eu des baisses parfois conséquentes, lorsqu'on a réintégré les bandes de Bollinger sur l'absence de T2, je vous montre, par exemple ici. Alors parfois c'est pas grand chose, mais parfois ce sont des vagues qui sont assez importantes. Non, on peut pas faire ça naturellement parce que vous savez pas encore exactement à quel moment vous montez, à quel moment vous descendez, vous vendez, à quel moment vous spéculez, vous prenez vos pertes, vous prenez vos profits, etc. Mais ce qui veut simplement dire pour l'instant que une poussée de dernière minute salvatrice ce jeudi ou ce vendredi pour les 2 dernières séances de la séance ne semble pas non plus le scénario le plus plausible. Ce qui nous amène donc à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku est toujours aussi haussier pour le coup, aucun doute, regardez ça. C'est vraiment un cas d'école de tendance haussière avec le nuage qui monte, la SSA qui monte, la SSB qui monte, la Tenkan qui monte, la Kijun qui monte, les cours qui sont dessus. Bon, c'est très haussier tout ça. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, eh bien, le problème auquel vous exposez quand même, c'est que vous êtes dans une résistance. Et c'est toujours difficile, délicat de trader à la hausse dans une résistance. C'est pas impossible, mais ça, on va dire que vous êtes pas avec le vent dans le dos non plus, quoi. Et on peut parier, par exemple, sur le fait que le gap ne sera pas rebouché, que ce sera un gap de continuation comme il se peut qu'il le soit. Donc, l'objectif, on le sait, c'est de prendre la distance parcourue avant et de reporter ça. Attendez, je vais le faire bien parce que du coup, ça a son importance. On prend la distance parcourue avant le gap, on reporte ça par-delà le gap. Ça vous donne un objectif à peu près 6138. Si vous visez donc une progression de 0,84%, il faut mettre un stop loss en dessous du gap, en faisant le pari qui ne sera pas comblé, c'est un peu l'esprit du truc. Donc voilà, si vous mettez un stop à même complètement collé à 0,5, vous avez un bon ratio gain-risque, et de toute manière, soit c'est pas comblé, soit c'est comblé. Donc s'il est comblé, on peut même resserrer encore pour améliorer le ratio gain-risque. Bon, ça c'est pour le trade à la hausse. Maintenant, si vous voulez trader à la baisse, bon, vous pouvez faire ce que moi j'ai fait. De toute façon, moi je vous l'ai dit, revisionner ma vidéo d'hier. J'avais dit que je spéculerais à la baisse à l'ouverture. Donc je suis rentré à l'ouverture. Si je vise, alors ça c'est basé sur le fait qu'il est plus probable que l'on baisse de 3% plutôt que l'on monte de 3%. Revoyez la vidéo d'hier. Donc si je vise 3%, ça me fait un objectif qui est d'aller chercher, par exemple le gap ici, 5950. Mon stop loss, je l'ai mis à peu près à 2%, puisque moi j'avais fait des backtests complémentaires par la suite. Mais bon, voilà, je vais ajuster un petit peu mon stop loss parce que je vais partir du principe que je veux me protéger au maximum du gap de continuation. Donc ce qui est important surtout à comprendre, c'est que je veux que mon stop soit au-dessus de ça. Mais une fois qu'il est au-dessus de ça, moi je suis content. Donc même si je prends un stop loss à 2%, voilà, par exemple, moi je prends large, un 3, un 5, j'ai un excellent ratio gain-risque. De toute manière, je peux même le prendre à 2%, puisque c'est à 2%, avec un objectif à 3%, c'est un très bon ratio gain-risque. Donc je peux aussi me permettre de juger au fur et à mesure, mais voilà, je pense que mon stop loss initial, il est à 2%. On revient à ce que j'avais dit en fin de vidéo hier. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à regarder l'analyse technique de l'or qui est dans une excellente configuration. Regardez ce qu'est en train de nous faire l'or. C'est une reprise en double top potentiel sur le support majeur des 1613-1187. Si on est parti pour rejoindre les sommets après avoir consolidé de 20%, ce qui est assez légitime, on a quand même une configuration qui est intéressante. Et également la préparation de la semaine de trading sur indice, sur crypto, où je vous enseigne finalement la manière dont j'organise mes trades. Et encore une fois, que vous tradiez les cryptos ou pas, ça n'a aucune importance puisque c'est la méthode qui est importante. Voilà, à demain pour la mise à jour.